Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la première des deux vidéos avant match. Mercredi soir au Parc des Princes, c'est le rendez-vous de l'année pour les Parisiens qui vont retrouver une affiche devenue un classique en Ligue des Champions, mais qui a surtout marqué l'histoire récente de ce sport. C'était le 8 mars 2017 avec la remontada bien évidemment. J'ai nommé PSG FC Barcelone, c'est dans toutes les têtes, c'est dans toutes les bouches depuis le tirage au sort. Enfin, dans 48 heures, le rectangle vert va pouvoir s'exprimer avec un contexte très particulier. Aucun réel favori semble se dégager. C'est très imprévisible. Il y a des incertitudes sur les compositions, même des deux côtés, pour Luis Enrique, mais aussi du côté du FC Barcelone avec les retours de blessures. Et donc, il y a plein d'enjeux qu'on va énoncer dans cette vidéo. Et puis demain, on reviendra sur la composition pour les Parisiens. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, comme je le disais en intro, on a un contexte particulier, d'abord parce que les deux clubs sont sortis du tirage au sort contents de s'être tirés l'un et l'autre. Pourquoi ? Parce qu'au stade où on en était du tirage des boules, il restait Manchester City, le Real Madrid et le Barça, et donc tirer la dernière équipe par rapport aux deux autres, bien évidemment, c'est favorable pour nous, idem pour le Barça. Deux équipes qui ont aussi des lacunes, en réalité, qui sont pas des grands favoris, qui évidemment sont très loin des rouleaux compresseurs Manchester City ou Real Madrid, monument de la compétition. Mais au final, aujourd'hui, plus que les lacunes, ce sont les qualités qui ressortent sur les dynamiques récentes, puisqu'on a deux équipes en confiance. Bien sûr, le PSG est une équipe imparfaite parce qu'on est en début de cycle avec Luis Enrique. Le Barça ont eu des moments très compliqués cette saison, notamment au mois de janvier, jusqu'à l'annonce du départ de Xavi, qui a un peu tout changé dans les têtes et sur le terrain, puisque depuis, ils se sont repris. Les deux équipes n'ont pas tremblé en huitième de finale, respectivement face au Napoli et la Real Sociedad. Le Barça a mis 3-0 à l'Atlético Madrid avant la trêve internationale. On a eu 10 jours pour préparer ce match. Le PSG, classico, on gagne avec la célébration de Ramos et tout ça. Qualification en finale de Coupe de France. Donc finalement, deux équipes sûres de leur force, très difficiles à prévoir, avec beaucoup d'enjeux parce que, comme je le disais, c'est vrai que sur les compositions, il y a énormément d'incertitudes. Alors de notre côté, la première incertitude, c'est le fait d'avoir Luis Enrique sur le banc et toutes les dingueries qu'il est capable de faire une heure avant le début d'un match de Ligue des Champions. Mais il y a aussi d'autres enjeux. L'absence d'Achraf Hakimi, qui va le remplacer au poste de latéral droit, il n'y a vraiment pas de piste qui se dégage. Du coup, ça entraîne un débat pour la défense centrale, parce que si on met Marquinhos latéral droit, qui joue dans l'axe ? Finalement, peut-être que pour une fois cette saison, le milieu de terrain est la zone où on a le plus de certitude. Vitinha et Fabian Ruiz, je crois qu'ils sont même pas rentrés samedi soir contre Clermont, devraient être titulaires. Si Warren joue latéral droit, il y aura peut-être du coup une place à aller chercher. Et encore, je pense qu'elle serait dévolue à Kangin Lee. Et en attaque, bon, il y a des incertitudes sur le positionnement d'Mbappé, celui de Dembélé. Et le troisième, celui qui les accompagnera, peut-être Lee Kangin, peut-être Kolo Muani, Gonzalo Ramos, ça c'est plutôt les supporters qui le veulent. Je pense pas qu'aux yeux de Luis Enrique, Gonzalo soit dans les débats pour démarrer le match. Après, tout peut arriver. Donc vraiment, beaucoup d'incertitudes du côté du PSG, comme au Barça. Au Barça, on a Jules Koundé qui joue ces derniers temps à droite. Peut-être qu'on peut mettre Araújo comme lors des Classicos où on lui donnait Vinicius en 1 contre 1. Bon, Cubarsí et Cancelo, normalement, c'est bon pour animer le côté gauche. Au milieu de terrain, il y a des retours de blessures. Normalement, Pedri, Christensen et De Jong devraient faire le déplacement à Paris. Mais Pedri, c'est compliqué de le voir sur le terrain. De Jong peut-être démarrer le match. Christensen, c'est peut-être celui qui a le plus de chances d'être titulaire. Mais voilà, il y a des incertitudes dans cette zone-là. Après, devant, bon, normalement, Lewandowski, Rafinha et Yamal, on va voir. Mais c'est vrai que des deux côtés, aussi dans l'animation, Xavi, il y a beaucoup de choses qui fuitent dans la presse, comment le Barça va jouer. Il y a eu un papier comme quoi ils veulent faire un marquage individuel, ce qui m'étonnerait fortement, parce que le PSG de Luis Enrique, qui fait des permutations permanentes,
Je suis pas sûr que ce soit la bonne équipe sur qui faire un marquage individuel. Donc voilà, il y a vraiment énormément d'incertitudes. Donc, pour commencer ces vidéos avant match, je dirais que, c'est une des rares fois en fait où c'est pas que je ne trouve pas d'intérêt à débattre avant le match, mais où je me dis plutôt qu'en fait ces vidéos mercredi à 23h, elles peuvent être périmées mais complètement en fait, parce que c'est très difficile de prévoir la physionomie de ce match. Dans cette vidéo, on va quand même essayer de faire ressortir des enjeux, des certitudes sur lesquelles le PSG doit appuyer. D'abord, j'ai noté le début de match. Le début de match, le premier quart d'heure, la première demi-heure. D'abord parce que le Barça ont l'habitude de bien démarrer leur match. Contre le Napoli, ils ont mis de l'intensité, de la pression. C'est qu'après, au fil du match, où il y a eu des moments où ils ont semblé un peu perdre le fil, mais dans tous les cas, ils mettent la pression d'entrée. Donc là-dessus, on va avoir un vrai défi. Après, de l'autre côté, pour contrebalancer, personnellement, j'ai toujours pensé que le Barça qui joue donc contre Las Palmas le 30 mars, qui gagne 1-0 d'ailleurs sur un but de Rafinha, et qui depuis n'a plus joué, alors il y en a qui disent ils vont arriver frais. Moi, je l'ai toujours pris dans l'autre sens. Au début de match, peut-être qu'il y aura certains joueurs en manque de rythme. Surtout s'il y a des retours de blessures. Frenkie de Jong, par exemple, qui n'a plus joué depuis un mois, voire plus. Ils peuvent peut-être manquer de rythme sur le premier quart d'heure, donc pour moi, il faut absolument commencer en trombe ce match. Il y a plein de références du PSG en début de match cette saison. Contre la Real Sociedad à l'aller au Parc des Princes, je rappelle, on se fait tourner complètement en première mi-temps, mais Mbappé a une occasion dès la 7e minute, un face-à-face avec le gardien, qui loupe, mais qui peut changer la physionomie du match. Au retour, on ouvre le score à la 15e minute, plié, début de match terminé. San Siro, on perd au final, mais Skriniar marque son but avant la 10e minute. Dortmund au retour, Mbappé, la grosse occasion avec le sauvetage de Süle, le poteau de Barcola et l'occasion dingue de Kolo Muani là, qui meurt à côté du poteau. C'est 17, 19e et 23e minute. Donc, il y a un vrai enjeu parce que le PSG, en début de match, se crée des occasions. C'est plutôt sur les fins de période qu'on n'est pas bon. Par exemple, à l'aller contre la Real Sociedad, avec le poteau de Merino, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, et cette fin de mi-temps où là, tu te dis, ouais, non, là, faut vraiment que l'arbitre siffle parce qu'on va prendre un but. C'est vrai qu'en fin de période, c'est plutôt là qu'on est en moment de dilettante. Donc, bien sûr, il va falloir commencer en trombe, pressing, les occasions, pas les manquer. J'en viens à mon deuxième enjeu, la finition. Alors, c'est vrai que là, sur la deuxième partie de saison, on l'avait un petit peu oublié. C'était quelque chose qui était en vogue après le match nul contre Newcastle, par exemple, au Parc des Princes. Là, samedi contre Clermont, avec tous les poteaux, toutes les occasions, et même mercredi contre Rennes, avec Steve Mandanda qui est dans un grand soir, on a retrouvé nos petits problèmes de finition. On espère que face au Barça, on n'aura pas ça, parce que c'est élémentaire dans le football, mais les occasions, faut les marquer. T'en as pas 15 000. Après, pour cette saison, on peut se dire que par rapport aux autres années, le PSG, quand il encaisse l'ouverture du score, quand il est en ballottage défavorable, a quand même une certaine capacité de résilience et remonte rapidement déjà. Parfois, on encaisse et on égalise très rapidement. Typiquement, match retour à Dortmund, match face à Lille, juste avant l'aller face à la Real Sociedad, on encaisse l'ouverture du score rapidement et hop, on égalise tout de suite derrière. Donc ça fait plaisir. Mais aussi d'autres matchs où on a été mené une longue partie et au final, on égalise à la toute fin. Le PSG Rennes du mois de février avec Gonzalo Ramos, le même Gonzalo Ramos samedi soir contre Clermont. Donc là-dessus, c'est plutôt un bon point. Si le Barça ouvre le score, personnellement, je ne tirerai pas la sonnette d'alarme, je serai plus en confiance que sur les autres années. Et dans cette dimension de finition, j'avance sur la vidéo de demain qui concernera la composition. Je suis pas sûr que mettre Ly Kangin et Dembélé tous les deux sur le terrain soit une bonne chose. Dans le sens où, alors ça dépend comment tu fais, mais si tu mets Warren latéral droit, Ly Kangin milieu, et donc en attaque t'as Dembélé, un autre joueur qui peut être Kolo Muani ou Gonzalo Ramos et Mbappé, là ok, je suis d'accord. Par contre, si tu mets Mbappé, Dembélé, Kangini devant et Warren au poste de relayeur droit et un autre joueur au poste de latéral droit, là je dis un peu moins parce que finalement t'as que Dembélé qui connaît t'as que Mbappé qui connaît la surface de réparation, qui est capable de marquer quoi. Dembélé, je passe ses défauts de finition. Ly Kangin aussi, Ly Kangin il est très intéressant pour conserver le ballon, mais c'est vrai que dans le dernier tiers, alors il a mis un joli but contre Montpellier avant la trêve.
Il en met des jolis à chaque fois contre des inconnus d'Indonésie, de Jakarta, machin chouette avec la Corée. Mais avec nous, c'est assez léger. Et puis surtout, Lee Kang-in, quand il est sur le banc, je l'adore. Vraiment, il fait de superbes rentrées. C'est comme Barcola. Moi, l'idée de faire rentrer Elie et Barcola en même temps à la 60-65e, à la place de Dembélé ou d'un autre, m'excite bien. Lee Kang-in, je me souviens de son entrée à San Siro, où il avait un peu réveillé. Alors, au final, on fait pas grand-chose. Et puis même à l'aller, il rentre et il marque. À l'aller, on gagne 3-0 là en octobre. Même contre Dortmund, il fait une entrée, il est plutôt bon. Au match aller, encore une fois, ça c'était en septembre quand on gagne 2-0. Donc voilà, Lee Kang-in, je le vois plus peut-être démarrer sur le banc, un meilleur joueur pour rentrer. Et donc Dembélé et Lee en attaque avec Mbappé. Bon, là-dessus, je trouve que c'est un peu léger en matière de finition. Surtout qu'en plus, tout ça est décuplé par le fait qu'on a deux équipes pour qui le meilleur joueur est bien souvent le gardien. L'année dernière, la solidité défensive du Barça, c'est la défense. Mais le meilleur joueur, c'est Ter Stegen, tout simplement. Cette saison, quand le Barça sont dans une mauvaise passe, quand ils encaissent des 4-5 buts sur un seul match, il n'est pas là, il est blessé. Donnarumma, c'est le Parisien le plus régulier cette saison. L'année dernière, il a son rôle dans le titre de champion. Donc, les occasions, il ne va pas falloir les louper parce qu'il y en aura d'autres que les gardiens arrêteront assurément. Après, de l'autre côté, c'est vrai que ces deux gardiens qui font un peu peur à leurs supporters dans le sens où ils sont capables du meilleur, d'avoir un niveau absolument extraordinaire, mais aussi comme du pire. Donnarumma, il est boulette. Ter Stegen, parfois, il n'arrive pas à arrêter les buts et c'est vrai qu'il peut énerver les supporters catalans. Mais je préfère partir sur ce côté positif parce que, évidemment, les deux sont dans une très bonne dynamique. Au milieu, il y a un vrai enjeu, bien sûr, mais là, j'ai envie de le relativiser. Déjà, il y a des incertitudes du côté du Barça, comme je le disais. C'est difficile, Là, c'est vrai que ces derniers temps, je tire mon chapeau aux youtubeurs barcelonais qui ont affaire avec tous les médias catalans. Nous, on a plein d'infos. C'est vrai qu'on a Luis Enrique, à chaque fois, les médias se trompent, c'est simple. Nous, quand les médias sortent une composition, il faut se dire qu'en réalité, ce sera pas cette composition, puisque Luis Enrique fait toujours autre chose. Et puis, plus généralement, quand tu suis régulièrement, tu arrives à comprendre comment ça fonctionne dans l'environnement PSG, qui commande quel article, les guéguerres, typiquement, entre Antero Henrique et Luis Campos, on va y revenir plus tard, les articles commandés par Nasser ou machin, ou les entraîneurs, auparavant, même si là, Luis Enrique, bien sûr, commande rien du tout. Du côté du Barça, c'est beaucoup plus compliqué, Les informations sont beaucoup moins fiables, il y en a plein. Ça fait état d'un milieu Christensen, Sergio Roberto et Gundogan qui seraient un peu plus haut, peut-être Frenkie de Jong, donc on sait pas trop. Donc là, on se dit qu'il n'y a pas que le PSG qui est imprévisible. Alors, physiquement, je trouve quand même que cette saison, on a eu affaire à des milieux qui faisaient plus peur. Dans le sens où le PSG, quand on a sauté au milieu, c'est techniquement parce que on fait des erreurs élémentaires, mais aussi physiquement. Face à des milieux qui sont un peu véloces, qui sont rapides, qui vont réussir à porter le ballon, qui sont plus grands que nous et tout ça, on va peiner. Là, c'est peut-être fort de café ce que je dis, mais je trouve quand même que le Barça ont des profils qui, athlétiquement, font qu'on va pouvoir rivaliser. Épaule contre épaule. Un Warren, typiquement, va pouvoir, j'en attends beaucoup de lui. Épaule contre épaule, duel et tout ça. Après, bien sûr, techniquement, voilà, il n'y a pas de débat. Si De Jong est sur le terrain, Gundogan est un joueur absolument extraordinaire. Même si Christensen, par exemple, tu peux lui mettre la pression et il peut balancer des ballons. Là, bien sûr, il va falloir être très juste techniquement. Il va falloir garder notre lucidité. Là, c'est un message à Fabian Ruiz, qui a pour habitude de courir comme un dératé. Et au final, quand il a le ballon, il se retrouve complètement désarticulé et il fait les mauvais choix. Il fait des passes qui sont trop molles. Il perd complètement en lucidité parce qu'il court trop avant de recevoir le ballon, je pense. Donc voilà. Après, je pense qu'on aura des espaces entre le 6 et les centraux. Le problème, c'est que sans véritable numéro 9, qui tu mets dans cette zone-là? Ça va être une vraie question. Alors, une titularisation de Gonzalo Ramos pourrait être une réponse, mais comme je l'ai dit, je suis vraiment pas sûr que Luis Enrique le compte dans les débats. Peut-être Mbappé, parce qu'il faut souligner quand même, parmi les progressions de Mbappé cette saison, moi, je suis désolé, je vois des améliorations dans ce registre de numéro 9, par exemple, dans les ballons en l'air. Alors, il va pas s'imposer, il va pas prendre le dessus sur son vis-à-vis, passer devant et boum, faire la tête avec une détente de dingue un peu à la Osimhen, mais il va réussir à titiller l'adversaire, à lui tourner autour, et au final, sur le second ballon, il a récupéré.
mettre un partenaire dans de bonnes dispositions. Donc, pourquoi pas mettre Mbappé dans ce poste de numéro 9, puisque lui, c'est sûr qu'il sera évidemment titulaire. Donc là-dessus, voilà, véritable enjeu. C'est une zone où il va falloir appuyer, qu'il ne va pas falloir délaisser. Voilà, peut-être aussi Dembélé, hein, quand on joue au sol, pourrait s'y insérer. Voilà. Et quand on voit évidemment les mecs qui sont en charnière centrale, bien sûr qu'il faut quelqu'un pour les occuper, hein, pour attirer leur attention, que ce soit avec ballon quand ils relancent ou sans ballon quand nous l'avons. Sur les ailes, finalement, je trouve que c'est les zones où il y a le plus d'enjeux. D'abord, il y a l'absence d'Hakimi, hein, sur le côté droit pour nous, sur le côté gauche pour eux. Alors, il y a Alain Roche qui a pris la parole dans l'équipe pour nous dire que lui, il veut Mukiele. Mais, alors c'est peut-être un détail, mais je comprends pas que les mecs fassent des interventions comme ça pour nous raconter qu'il faut Mukiele. Mais ils suivent le PSG ou pas? Ils savent que Mukiele, Luis Enrique l'aime pas. Ils savent que ça dépasse le football, hein, que Luis Enrique n'en veut pas, qu'au mercato hivernal, on voulait le faire partir parce que y a des trucs un peu extrasportifs que l'entraîneur visiblement en reproche à son joueur. J'ai pas compris l'intérêt de l'intervention d'Alain Roche. Hein. Alors, il y a aussi Luis Fernandez. Je crois qu'il a fait la même chose que face à la Real Sociedad. Il est allé prendre son petit billet avec un média espagnol pour leur dire, bon les gars, il y a des bons joueurs, faut marquer plus de buts que l'adversaire. Et voilà, faut mettre le ballon au fond des filets. Ah, c'est exceptionnel. Moi, j'adore les interventions de Luis Fernandez. Et il y a des supporters qui lui reprochent d'aller donner des indications à l'ennemi, tu sais, sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça, alors que il raconte des trucs qui sont d'un bateau. Ah non, mais moi, j'adore ce bon vieux Luis quand même qui va prendre des chèques, soutirer de l'argent aux médias espagnols pour leur raconter Enfin, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, hein, si vous lisez ce qu'il dit à chaque fois. Mais je crois qu'il l'a encore fait pendant la trêve internationale pour un média catalan. Et il l'avait fait avant le match retour contre la Real Sociedad. Alors ça me fait bien rire, ça fait partie du folklore. D'ailleurs, on a été servi en folklore. Hein. On va revenir plus tard sur Apero Henrique et Luis Campos, parce que ces deux-là, ils vont pas nous échapper. Alors du coup, bon, à droite, il y a la question d'Embélé. Est-ce qu'on met en tant qu'ailier ou numéro 10? Surtout qu'il y a Cancelo qui monte. Il y a Cancelo qui monte beaucoup. Il y a Rafinha qui est dans une bonne passe ces derniers temps. Donc, pour moi, il faut absolument exploiter cet espace derrière Cancelo. Parce qu'à gauche, ça va être défensif. Koundé comme Arauro, ça va pas monter. Hein. J'ai milité pour Kolo Muani pendant longtemps. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Peut-être si Kangin est au milieu, Warren latéral droit, et donc Kolo Muani qui serait ailier droit derrière Cancelo. Mais pour moi, il faut absolument quelqu'un sur ce côté-là. Après, tu peux faire rentrer Barcola qui a fait la séance collective complète aujourd'hui. Mais c'est que pour la deuxième mi-temps, quoi. À gauche, bien sûr, il y a Nuno. À la relance, il va nous faire beaucoup de bien. Mbappé, est-ce que tu le mets ailier avec les espaces qu'il laisse quand il est à ce poste-là parce que il se replie pas vraiment? On l'a vu contre Montpellier. Est-ce que tu le mets numéro 9? Est-ce que tu fais comme au match retour face à la Real Sociedad, qui est particulier, parce que Dembélé, alors on l'a revu dans ce poste axial contre Rennes, contre Nice et contre Marseille, mais contre la Real Sociedad, c'était encore plus particulier, parce qu'il n'était pas faux neuf, pas 10, il était carrément relayeur gauche, pour justement combler cet espace laissé par Mbappé sur ce côté gauche. Ça peut être aussi une solution, mais dans tous les cas, c'est vrai que pour moi, il faut pas laisser comme ça Nuno Mendes tout seul avec le petit Yamal. Fabien Ruiz, pareil. Fabien Ruiz, comme je l'ai dit, le volume de jeu, c'est pas trop son truc. Faut pas lui en demander beaucoup. Donc voilà, sur ce côté-là, du côté du Barça, pareil. Koundé ou Arauro, et puis bien sûr, comme je l'ai dit, Lamine Yamal, le petit crack. Qui va nous faire du mal, bien évidemment. On reviendra demain sur toutes ces dimensions-là. Donc, et puis bien sûr, dernier enjeu que je voulais citer quand même, Mbappé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire qui est favori. Quand tu es supporter parisien, bien sûr, tu vois midi à ta porte, tu connais les qualités du PSG, tu peines à en trouver au Barça parce que c'est un club que t'aimes pas, mais la réalité, c'est quand même que, voilà, on a deux équipes. Pour moi, c'est vraiment, c'est 50-50, quoi. Et j'ai vraiment hâte de ce match, de tous les autres d'ailleurs, parce qu'on retrouve quand même un foot, c'est quand même très très équilibré, quoi. Ça va être assez dingue. Et au final, peut-être si tu devais trouver un truc qu'on a, mais pas eux,
En fait, c'est Mbappé, les gars. Et voilà, si on a une certitude que eux n'ont pas, c'est tout simplement un des meilleurs joueurs de la planète, que vous le vouliez ou non. Hein. Sur cette chaîne, on l'a démonté à plein de reprises. Mais là, il faut quand même admettre que en quart de finale de Ligue des Champions, bien sûr qu'il vaut mieux que Mbappé soit de notre côté plutôt que du côté du Barça, voire pas du tout de la partie, quoi. Hein. Ça, je fais référence à l'année prochaine quand on l'aura plus, parce que moi, je me suis dit, si on avait abordé ce match sans Mbappé aujourd'hui, euh, bien sûr que ça aurait été plus compliqué. Bien sûr qu'on aurait moins de certitude, les gars. On va pas se mentir. Sur les contres, partir avec Mbappé, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Voilà, faut juste souligner la qualité du joueur qu'on a. Bon, qu'on aura plus dans 2 mois, mais d'ici là, on espère aller loin parce que je répète ce que j'ai dit dès après le tirage au sort. Bien sûr, j'ai hâte d'être mercredi. Hein, je suis très excité et tout ça, mais j'espère de tout cœur qu'on se qualifiera et qu'en demi, ce sera l'Atlético qui passera face à Dortmund, parce que vraiment, des 3 équipes là qu'on a dans le tableau, c'est l'équipe qui m'excite le plus, quoi. Le Barça, je l'ai dit. Le Barça, je l'ai dit. Moi, les histoires de rivalité, franchement, j'en ai rien à péter. À la limite, ce qui m'a un peu mis l'eau à la bouche, c'est de voir toutes les déclarations des joueurs barcelonais. Lewandowski, je suis sûr qu'on va se qualifier. Lamine Yamal qui a parlé à plusieurs reprises. Le Barça, le compte officiel du Barça sur Twitter qui a fait plein de montages un peu provocateurs. Mais sinon, franchement, la revanche sur 2017, on l'a prise en 2021. D'ailleurs, j'ai trouvé que dans les médias, on a plus parlé de la remontada 2017 que 2021. Pourtant, en 2021, il y a eu quand même le 4-1 au Camp Nou. Après, c'est vrai que c'était une période particulière, sans public. C'est sûr que ça marque beaucoup moins. Et puis 2017, c'était quelque chose d'absolument énorme, dans toutes les dimensions, quoi. Le scénario, l'arbitrage avec la VAR, bien évidemment, qu'on serait passé. Bon, bref, on va pas ressasser le passé. Mais c'est vrai que c'est une affiche, bien sûr, pour les dimensions tactiques et tout ça que j'ai dit, ok. Mais sinon, moi, je préfère aller à Madrid voir l'Atlético, qui est un peu un monument de cette Ligue des Champions, qui se qualifie face à l'Inter d'une manière un peu exceptionnelle. Surtout une équipe originale pour nous. Donc voilà, j'espère vraiment. Et puis surtout, ça commencerait à avoir de la gueule. San Siro, Saint James Park, le mur jaune. Bon, là, le Barça, tu te déplaces pas au Camp Nou, c'est ça qui est un peu dommage, ils sont pas dans leur stade. Saint-Sébastien, et ensuite le Wanda Metropolitano, qui est quand même si c'est un nouveau stade, c'est un exemple d'un club qui a réussi à changer de stade et pas oublier l'ancien, mais dans le nouveau, faire les choses vraiment très bien. Hein. L'ambiance est complètement dingue en Ligue des Champions. C'était complètement taré contre l'Inter. Donc vraiment, c'est super excitant, quoi. C'est un parcours où faire les déplacements, ça doit être dingue pour les ultras. Bon, bref. C'était un peu mon avis un peu personnel sur cette confrontation. Passons à la fameuse, la guerre Antero Henrique. Alors moi j'adore, et déjà je vais répondre à tous les supporters complotistes, on va les appeler comme ça, tous ceux qui nous disent, à chaque fois qu'il y a un article avant un match de Ligue des Champions, c'est un complot, attention, c'est les médias, ils inventent pour déstabiliser avant la Ligue des Champions. Ok. Est-ce que ce sont les médias qui ont fait les banderoles en tribune samedi soir? Non. Les ultras s'en sont mêlés. Donc je pense que ça dépasse quand même le cadre des médias. Ensuite, qu'est-ce que les médias ont inventé sur ce coup-là? En 2022, Nasser fait une interview, il dit « Mais bien sûr, au dernier mercato, je vais pas vous le cacher, ça n'a pas marché entre Luis Enrique et Antero. C'était pas personnel, mais le travail de l'un a empiété sur l'autre. J'aime les deux, bravo, mais on va arrêter. » Luis Campos l'avait dit à demi-mot dans Rotten sans flamme, et ça fait des semaines qu'on entend parler de cette espèce de guéguerre. Donc déjà, encore une fois, j'en ai marre de tous ces discours complot avant la Ligue des Champions, parce que bien sûr, les gars, que les journalistes, tu peux pas leur reprocher d'inventer. Ils inventent pas, les journalistes. Il y a toujours quelqu'un derrière eux. Par contre, ce que tu peux leur reprocher, c'est d'être la marionnette des dirigeants. Parce que s'il y a des gens à qui on peut en vouloir, c'est Antero, ou Luis Enrique, ou Luis Campos, pardon, ou les deux, qui avant un match de Ligue des Champions, essayent de sauver leur peau. Je vais plus sur Luis Campos quand même, parce que depuis l'annonce de Kylian Mbappé, avant qu'on ait les infos sur Antero Henrique, on en avait qui nous disaient, en fait, peut-être que le départ d'Mbappé, il pourrait être suivi d'un départ de Luis Campos. Au Real, on veut Luis Campos. Bon, alors, là on nous dit que Antero voudrait faire sauter Luis Campos pour lui prendre sa place.
L'entourage d'Antero a démenti dans l'équipe en disant non, on veut pas reprendre la place. Juste, Antero fait ce que ses boss lui disent. Donc, si Luis Campos a un problème, faut qu'il voit avec les boss. On a le dossier Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool. Antero le veut parce qu'il est copain avec l'agent. Luis Campos n'en veut pas. Bon, ça me fait doucement rire, quoi. Ça me fait doucement rire parce que, alors, Luis Campos, il est en discussion avancée avec un attaquant. Il dit qu'Antero Henrique se met dans les discussions et ralentit tout. Je pense que c'est Osimhen, d'ailleurs, l'attaquant. Alors, il a pris l'avion ce week-end avec sa fille. J'ai vu passer sur les réseaux qu'il s'envolait pour Paris, qu'il est venu passer le week-end à Paris. Des fois, il vient et il l'affiche publiquement sur les réseaux. Là, il n'y a rien. Sur son Insta, il a juste mis des photos dans le jet privé. Donc, est-ce qu'il est venu à Paris? Je ne sais pas. Par contre, je suis certain que oui, c'est chaud pour Osimhen. Enfin, je pense que ça travaille dur. Après, est-ce que Luis Campos sera toujours là l'été prochain, en juin? J'en suis pas sûr. Voilà. L'été dernier, Antero qui proposait Eli Wahi quand il était à Montpellier, au final, bon, on l'a pas fait. Après, moi, ça me fait rire parce que les deux, c'est la peste et le choléra, quoi. Antero Henrique, il est gentil avec son Luis Diaz. Bien sûr que c'est une piste qui est super, on est très content, mais on va pas se mentir, c'est une perte de temps, quoi. Enfin, il y a combien? 3-4% de chances que le dossier il se fasse. Donc en réalité, on a donc Antero qui va se foirer s'il se lance là-dessus. Luis Campos, Osimhen, je pense qu'à 130 millions, tu t'avances pas trop en disant que bon, il y a plus de chances que ça fasse une Colomani Ramos ou que ça fasse une vraie réussite, parce que 130 millions pour un joueur avec un bagage technique aussi limité, ça me paraît assez dingue. Il a des qualités qui se rapprochent de la classe mondiale, mais pas les qualités techniques en fait. Et dans le PSG de Luis Enrique, c'est quand même rédhibitoire quand t'as pas de qualité technique, quoi. Je dis pas qu'il en a pas, mais qu'il a quand même certains défauts quand le ballon arrive dans ses pieds. C'est pas le sujet, mais voilà. Les deux ont fait des erreurs. Luis Campos, le premier mercato. Antero, faut pas refaire l'histoire. Antero, quand il fait la sieste et qu'il loupe Jérôme Boateng parce qu'il s'est pas réveillé. Bon, alors peut-être qu'après, on se dit tant mieux parce que Jérôme Boateng, il a eu toutes ces histoires au tribunal et tout ça avec sa femme et tout ça. Sa mère l'a désavoué publiquement. C'est des histoires assez dingues. Donc on peut se dire peut-être que la sieste l'a sauvé. Mais c'est une sieste. Antero était quand même intéressé par Jérôme Boateng, comme Thilo Kehrer, même si c'était à la demande de Thomas Tuchel. Le deal, Leandro Paredes, bien évidemment, fait à la va-vite pour faire rincer les copains. Alors après, Leandro Paredes, c'est vrai qu'aujourd'hui, à la Roma, il s'éclate. C'est vrai que ces derniers temps, il fait des bonnes prestations là. Les partenaires et tout ça, ils en sont contents. Dans les statistiques, il fait partie vraiment du top européen. Mais voilà, les deux, pour moi, c'est... En fait, faudrait soit couper la tête des deux, soit couper la tête d'un des deux et partir avec l'autre sur des bases saines, parce qu'évidemment, on peut pas continuer comme ça. Mais bien sûr, avec le PSG, c'est tout vu. On va continuer avec cette direction qui va dans deux sens, où il y a des intérêts qui divergent. Et c'est pour ça que c'est très difficile de faire le bilan d'un directeur sportif. Parce que Luis Campos, par exemple, cet été, un transfert comme Colomani à 90 millions, la réalité, c'est que tu peux pas l'imputer à Luis Campos. Il en voulait pas. Il ferme le dossier début juillet. Et c'est Nasser qui le réouvre à la mi-août. Et sûrement que il y avait Antero Henrique derrière tout ça, parce qu'Antero Henrique est plutôt copain avec Sissoko, l'agent de Colomani. Sissoko qui avait déjà fait le deal Dembélé au PSG, et donc on en a profité pour reparler de Colomani. Dembélé, bien sûr que c'est Nasser qui l'a fait, puisque ce même Luis Campos n'en voulait pas un an avant. Luis Campos a refusé Dembélé libre en 2022 pour qu'en 2023 on le prenne à 50 patates et que ce soit Nasser qui fasse le deal. Et ça, Luis Campos l'a dit publiquement sur RMC, donc ne venez pas me dire que ce que je fais c'est de la spéculation. Et il a dit publiquement Dembélé j'en veux pas, c'est pour le puzzle. Donc en réalité voilà, c'est un bordel sans nom. C'est de retour et c'est triste parce qu'en fait l'idée avant un mercato, c'est d'avoir le directeur sportif libre dès le mois de janvier, parce qu'un mercato on le prépare pas à la mi-mai, ça se prépare maintenant. Et donc là, Luis Campos, c'est ce qu'il est en train de faire, visiblement, puisqu'il y a des discussions avancées avec un attaquant. Mais il est même pas sûr d'être là en juin. Donc s'il saute et qu'on en reprend un nouveau, il faudra tout recommencer à zéro. Comme quand on a dégagé Leonardo en 2022. Comme quand Leonardo, d'ailleurs, est revenu en 2019. Ça s'est fait à la mi-juin, à 15 jours de la fin des échéances fair play financier, alors qu'à cette époque, il fallait vraiment qu'on vende pour faire les trucs et tout ça. Et au final, les deals de Ligt et tout ça, ça tombe à l'eau. À un moment donné, les erreurs... Tu les fais, mais tu les refais, tu continues. Ça suffit. Bref, bonne soirée à tous.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker si c'est le cas. Et bien sûr, on se retrouve demain donc pour parler de la composition du PSG. Je vais vous donner mes choix en matière de joueurs et d'animation. Ciao les amis, prenez soin de vous bien sûr. Et on a hâte d'être mercredi pour PSG Barça, mais aussi pour ces quarts de finale très très excitants. Bonne soirée à tous.